Bienvenue au F5 Podcast de la semaine. Cette semaine, je suis avec quelqu'un qui a le même nom de famille que moi, donc Marie Dubrecault. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Dubreuil. Dubreuil? Ah, c'est ça. Vous l'écrivez E-U-I-L-L-E? CK. CK. Ah, c'est peut-être ça. En tout cas, quelqu'un qui a eu le même struggle que moi dans le fond pendant toute sa vie scolarisée, où est-ce qu'on ne sait pas comment écrire notre nom. Puis le sujet de cette semaine, dans le fond, ça pourrait être plusieurs choses. Ça pourrait être changement de carrière, ça pourrait être la masso. On parle déjà avec Adnan une fois de temps en temps, justement des thérapeutes sportifs puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Marie vient de changer. Changer, est-ce que c'est pour la vie? On ne sait pas, là, mais pour le moment, a changé de carrière de pharmacie à maintenant masso, encore apprenti masso dans certaines étapes, puis masso, genre dans d'autres étapes. Puis ce qu'on voulait voir dans le fond, c'était un peu comme la discussion qu'on a déjà faite avec Adnan. C'est quoi que ça fait la massothérapie? Fait que déjà, on pourrait commencer avec, si tu nous expliques, dans le meilleur de tes connaissances, là, mais c'est quoi un peu les différents... Parce qu'il y a des gens qui pensent masso, ils pensent je vais aller relaxer, écouter de la musique zen. Il y a des gens qui pensent OK, quelqu'un qui va me faire vraiment mal. Il y a des gens qui pensent je vais utiliser un massage gun. Je veux dire, ils ne savent pas nécessairement c'est quoi. Fait que quand on commence à étudier en masso, comment est-ce qu'on nous présente le monde de la massothérapie? Ouais. Bien, je pense que c'est une question vague avec une réponse vague parce que justement, il y a autant de massothérapeutes qui appliquent la massothérapie de façon différente. Mais en gros, je pense qu'on peut s'entendre qu'à la base, indépendamment si on a une approche plus biomécanique ou une approche un peu plus holistique, la base de la massothérapie reste quand même que le but recherché, c'est d'engendrer un mieux-être chez le client. Comment on fait ça? En essayant de détendre la musculature, détendre le système nerveux. Donc là, on va chercher le côté détente anti-stress par des manœuvres de massage. Après ça, les manœuvres de massage employées peuvent varier, mais du moins, moi, à l'école où est-ce que j'ai été, mon premier cours de massothérapie pour pouvoir m'appeler massothérapeute a été un cours de comment induire la détente chez mon client. Donc, c'est quand même le but premier visé. Puis c'est sûr que par détente, si on pousse un peu plus, détente musculaire, quelqu'un qui a des douleurs, parce qu'il y a trop de contractions, une mauvaise posture, etc. Là, on voit que ça peut ouvrir sur un monde un peu plus large. Et c'est ça que la raison pour laquelle je suis massothérapeute, si on peut dire, pour la détente, mais que je suis en train de parfaire mes connaissances pour aller chercher un volet un peu plus de compréhension biomécanique et globale du corps pour pouvoir mieux aider mes clients. Fait que, si vous vous rappelez le résumé que j'avais fait de Good to Go de Christy Ashton-Gann, qui parlait de la récupération, la massothérapie figurait dans à peu près une des seules choses qu'on pouvait faire qui avait un effet qui était cliniquement prouvé pour la récupération sportive. Là, on parle parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont des effets, pas nécessairement sur la récupération sportive, mais sur d'autres choses dans notre vie. Là. Mais qu'on récupérait plus vite après avoir eu un massage que si on n'avait pas eu de massage, même si on faisait, je ne sais pas comment ils ont fait ça avec un placebo, là, mais en tout cas, ils avaient l'air de dire que c'était significatif au niveau scientifique. Ça, c'est une autre question. Parce qu'on était capable de voir qu'est-ce que ça faisait au niveau physiologique, ce qu'on appelle, je pense, un peu, c'est quoi, c'est flusher ou genre... Oui, il y a le flush massage, il y a le drainage, en fait, qu'on appelle. Donc oui, le but, c'est de détendre, mais il y a clairement une action du massage sur la circulation, circulation sanguine, circulation lymphatique. Donc tout ce dont le corps a besoin pour éliminer, si on peut dire, les déchets là, que le muscle va libérer suite, par exemple, à un entraînement. Donc c'est sûr que de venir activer la circulation, bien, c'est bénéfique pour aider le corps aussi à éliminer tout ça et éventuellement mieux récupérer, en plus du travail qui est fait là, au niveau de la détente musculaire. Mais il y avait une autre chose aussi dont il parlait qui était super intéressant. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, parce que on parlait aussi que entre masso, vous vous massez, puis c'est une des façons d'apprendre, voir qu'est-ce que ça fait sur soi, puis comme ça, quand on le fait,
à quelqu'un ou quand on traite quelqu'un, ben, on a une meilleure idée de ce que c'est. Il disait qu'un des gros points bénéfiques aussi de la massothérapie, c'était même pour l'athlète, la compréhension de son corps. Parce que des fois, on va dire, non, j'ai pas mal au haut du corps, puis là, on se fait masser, puis là, tout d'un coup, on se rend compte que, je sais pas, son grand dorsal est vraiment tendu. Puis là, tu as le massothérapeute qui dit, tu me dis que tu as pas mal, mais tu as vraiment beaucoup de tension à gauche là, pas à droite. Puis là, ça permet à l'athlète de peut-être essayer d'aller faire de la recherche un peu sur pourquoi est-ce que je serais plus tendu à gauche? C'est-tu un débalancement musculaire? C'est-tu une faute technique? Puis là, au moins, ça les questionnait, puis ils pouvaient aller voir avec leur autre coach. Ou si le massothérapeute a des connaissances là-dedans, il peut regarder la personne bouger aussi pour voir. Mais il y avait comme un aspect où est-ce que ça fait comme un peu un cours d'anatomie 101 pour la personne qui se fait masser. Là, on parle pour les sportifs, parce que je sais que la plupart des gens qui nous écoutent, c'est des sportifs. En plus, justement, d'aider à récupérer, tu apprends un peu comme, OK, est-ce que j'utilise plus la gauche, plus la droite? Quand j'ai pas mal, est-ce que ça veut dire que c'est vrai que j'ai pas mal, ou genre, si on appuie un peu, t'es comme, wow, pour finir, j'ai mal. Fait que ça apprend à s'apprivoiser un peu. Oui, il y a définitivement un volet de prise de conscience corporelle. À la fois, si la personne, même au toucher, on sent, par exemple, le thérapeute sent que la personne est tendue, la personne ne le ressent pas, ou des fois, même, ça arrive, « Ah non, j'ai pas mal nulle part ». Quand on commence à masser, d'un coup, il y a certaines douleurs qui peuvent venir au conscient. Puis c'est super important parce que c'est la première étape pour qu'on soit capable éventuellement de relâcher. Parce qu'une contracture, c'est une contraction involontaire. Donc, il y a un signal du cerveau qui envoie aux muscles un message de contracter, alors que, exemple, l'effort est fini, le muscle devrait pouvoir relâcher, mais il y a cette contraction-là incontrôlable qui est présente. Donc, imaginez si en plus on n'en a pas conscience, comment faire pour la relâcher? Bien, c'est d'autant, en fait, c'est presque impossible. Donc, la première chose à faire, c'est que la personne prenne conscience qu'il y a une tension pour pouvoir, après ça, la relâcher et ou travailler aussi sur des compensations. Est-ce que, justement, elle force plus d'un bord ou de l'autre? Ça, c'est des volets qui sont aussi développés dans des formations plus poussées en massothérapie. De plus en plus, ils se font connaître. Donc, c'est des massothérapeutes, mais formés en orthothérapie. Donc, ils viennent vraiment évaluer toute la musculature posturale. Ça vient comprendre les muscles de posture et de respiration. Donc, c'est la musculature très profonde qui vont avoir une grosse influence sur la posture de la personne. Puis, il y a un lien étroit entre posture, douleur, patromoteur qui peut être modifié. Donc, c'est là que ça devient super intéressant aussi de travailler conjointement avec d'autres professionnels, que ce soit dans des salles de sport ou autres. Un des interviews qu'on a faites avec Adnan, on essayait de parler de comment est-ce que on peut être mieux servi par son professionnel de la santé. Fait que de ne pas mettre juste la balle dans le camp du professionnel de la santé ou dans le camp de la personne qui s'en va se faire traiter. Puis il y avait plusieurs choses qui étaient ressorties de ça. La première, c'était que si on voulait être sportif, donc pousser la machine un petit peu plus que la moyenne des gens, fallait apprendre à quoi on réagissait bien, puis être proactif et pas attendre d'être complètement cassé avant d'y aller. Exemple, si quelqu'un attend d'être complètement blessé, puis d'avoir des contractures, puis d'avoir des mécanismes de compensation, genre parce que ça fait 1 an qu'ils ont mal au genou gauche, il y a des bonnes chances que tu ne puisses pas faire de miracle. Tu sais, ça va peut-être temporairement aider, mais il va y avoir beaucoup de travail à faire. Ça va faire partie de la solution, mais ce ne sera pas la solution tout de suite. Alors que si on prend le temps de trouver, que ce soit masso, chiro, ostéo, physio, peu importe, posturologue, mais qu'on prend le temps de voir un peu avec qui on a une bonne affinité au niveau personnel puis au niveau de leur champ de compétences, bien, une bonne idée, c'est d'y aller relativement régulièrement parce que après ça, au bout d'un moment, si Marie amasse tout le temps la même personne, elle est capable de voir s'il y a une différence physiologique. Puis des fois, elle va être capable de le voir avant même que l'athlète le voit. Mm-hmm. Tout à fait. Puis souvent, justement, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. La personne arrive, puis déjà,
beaucoup d'inflammation dans une zone parce que, exemple, là, beaucoup de télétravail présentement, les gens travaillent dans une posture différente, s'entraînent différemment aussi. Le travail sur la table de cuisine avec la souris devant l'ordinateur, ça provoque beaucoup de changements de posture et de la douleur. Puis j'ai souvent des gens qui arrivent, puis la douleur est déjà à 8 sur 10. Puis il faut toujours penser qu'il y a 168 heures dans une semaine. Puis si la personne vient 1 heure dans mon bureau, même 2 rendez-vous, bien, c'est sûr qu'il faut mettre ça en parallèle, là. Donc les 167 ou 166 heures autres que la personne est tout seule, bien, oui, la masso va aider, ou peu importe, comme on dit, le thérapeute, mais il faut que la personne aussi prenne conscience de qu'est-ce qui entraîne sa douleur ou sa faiblesse ou son changement de posture. Fait que ça, c'était la première chose. Puis la deuxième chose dont on parlait, c'était à quel point c'est important d'ouvrir une communication à 2 voix, parce qu'on a beau aller voir le meilleur ou la meilleure masso au monde, là. La personne, je ne sais pas, là, qui s'occupe de Usain Bolt ou de je ne sais pas quel joueur de hockey. S'ils ne connaissent pas c'est quoi notre objectif, puis c'est quoi que cet objectif-là représente pour nous, bien, il y a des bonnes chances qu'on se fasse mal conseiller. Par exemple, si je m'en vais voir mon thérapeute, puis je m'en vais voir un nouveau thérapeute, fait que c'est la première fois que Marie Masse, elle me connaît pas, puis je dis j'ai un peu mal au genou gauche quand je squatte. Elle me dit OK, ça arrive quand? Ah, quand je squatte au-dessus de 400 livres. Peut-être qu'elle va juste me dire OK, mais tu sais, squatte juste pas au-dessus de 400 livres. Parce que j'avais aucune idée de qu'est-ce que je fais. Surtout si elle me demande est-ce que tu gagnes ta vie en squattant au-dessus de 400 livres, je dis non. Mais peut-être que c'est super important pour moi parce que c'est ce qui est mon outlet puis qui me permet de vouloir pousser plus loin. Donc là, je vais perdre, dans ce scénario-là, je vais perdre potentiellement confiance dans ce thérapeute-là parce que je vais dire, elle ne comprend rien, elle veut juste que je m'arrête. Puis elle ne va pas comprendre non plus que, il ne m'écoute pas. À chaque fois qu'il revient, il me redit qu'il a essayé de squatter 4 plates. Fait qu'il faut qu'il y ait une bonne communication parce que c'est pas tant d'être têtu et de faire des choses stupides que si on se met du côté du thérapeute. Il y a des choses qu'ils peuvent penser qui sont stupides s'ils ne comprennent pas la réalité de qu'est-ce que cette personne-là veut faire. Et de l'autre côté, dans l'athlète, de penser que la personne, c'est simple, ils vont juste me dire de m'arrêter. Ça, on a autant le thérapeute que la personne que l'athlète a du travail de ce côté-là. Parce que si on n'explique pas c'est quoi qu'on veut faire, si on n'explique pas, regarde, moi, je suis vraiment malheureux si j'ai pas le droit d'aller courir la fin de semaine. C'est comme ça que j'évacue mon stress. Puis oui, tu peux me dire de faire du vélo ou du rameur, mais j'ai besoin d'être dehors. Ça va être vraiment difficile. Peut-être que la personne pourrait trouver un compromis. Là. On pourrait faire du ski de fond là, en hiver. Là. Puis peut-être que ça serait mieux. Puis ça serait... Mais sauf que si on fait juste dire, inscris-toi au... On ne peut pas s'inscrire en ce moment au Keno Fitness, mais bon. Inscris-toi au Keno Fitness puis fais du vélo stationnaire. Là, on vient de perdre cette personne-là. T'sais. Fait que, comment est-ce que ça fonctionne un peu pour... C'est quoi l'information qu'un thérapeute ou que toi, tu pourrais avoir besoin quand il y a quelqu'un qui vient te voir pour la première fois? Moi, c'est sûr qu'une des premières questions que je pose, bien sûr, s'il y a des tensions, la raison de la consultation, mais rapidement, ça vient aussi, c'est quoi votre travail, puis c'est quoi vos loisirs. Pas parce que c'est intrusif puis je veux sneaker dans la vie de la personne, mais parce que ça me donne justement accès à ce volet-là. De c'est quoi tes objectifs, puis 2 aussi, qu'est-ce que ce travail ou ces loisirs-là peuvent engendrer comme tension, puis comment on va pouvoir travailler pour que les deux, on arrive à un terrain d'entente, puis à accomplir nos objectifs. Puis ça m'amène quand même aussi au volet que c'est important de choisir son thérapeute, de choisir justement la personne avec qui on va sentir qu'il y a cette connexion-là, parce que c'est un échange, la massothérapie. C'est pas... c'est un peu différent, comme moi je viens du monde de la pharmacie, c'est pas je donne une pilule puis après ça la personne est toute seule avec son médicament. La massothérapie, veut pas, c'est un échange sans les mots, mais moi je vois vraiment ça comme un dialogue. Donc je dialogue avec le corps de la personne, puis c'est important que cet échange-là se fasse
comme des fois on a une connexion avec quelqu'un quand on lui parle, mais c'est important que cette connexion-là passe aussi entre le thérapeute et la personne. J'ai ouvert un volet tantôt en parlant d'orthothérapie. Je ne vais pas rentrer trop dans dans les différents champs, mais il y a différents niveaux de formation aussi au niveau des massothérapeutes. Malheureusement, au Québec, il n'y a pas d'ordre pour encadrer, mais il y a des associations professionnelles. J'ouvre cette parenthèse-là parce que c'est pas pour dire que c'est moins bon de faire uniquement de la détente comme en spa, etc. Mais des fois, comme je dis, c'est pas que c'est un mauvais thérapeute, mais il n'y a pas forcément les heures nécessaires pour comprendre toute la biomécanique peut-être un peu plus poussée, si je peux dire, du corps humain, parce que c'est une machine très complexe. Donc, on parle au Québec de 400 heures de formation pour avoir le droit d'avoir le titre massothérapeute. Quand on parle de kinésithérapeute ou orthothérapeute, on parle de 1000-1200 heures de formation. Et évidemment, là, après, sky is the limit. On a toujours le loisir de pousser plus loin les techniques qu'on veut aller chercher ou la compréhension, en fait, surtout qu'on veut aller chercher pour aider le mieux possible les gens. Quand on parle d'athlètes, bien, c'est sûr, je vous conseillerais d'aller vous diriger quand même, de vous assurer d'appeler le thérapeute, pas juste booker en ligne, appeler votre thérapeute pour lui jaser, voir le premier feeling, le premier contact, c'est quoi? C'est quoi les questions qu'il vous a posées pour savoir, moi, si je parle avec la personne, c'est quoi les questions que Marie m'a posées? Est-ce que ça va fitter? Est-ce qu'elle a cerné justement que je suis un athlète, je veux faire, pas forcément de la compétition, mais performer avec la barre? Est-ce que je sens que je suis écoutée ou justement je vais me faire dire d'arrêter puis c'est pas vraiment ça? Est-ce que, bref, c'est la bonne personne pour nous accompagner? Puis ça amène un peu, justement, là, on a fait une mini différence entre le monde de la pharmacologie et massothérapie. C'est quoi l'attrait en ce moment? C'est pourquoi la massothérapie? Pourquoi pas autre chose? Genre, est-ce que c'est avec le dialogue, justement? Est-ce que c'est avec le fait qu'il y a comme quelque chose de continu? Est-ce que... Je sais pas c'est quoi la différence. À première vue, moi étant... j'essaye souvent d'utiliser le moins possible de médicaments, comme on a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais comme dans On Doctor, par exemple. La massothérapie ou n'importe quel thérapeute sont un peu la même chose qu'un médicament, mais sans être intrusif, là, au niveau qu'ils amènent le corps à se réparer, ils amènent le système nerveux à relaxer. À mon avis, par contre, les effets secondaires sont vraiment plus faibles que si je prends un relaxant ou genre un anti-inflammatoire parce que j'ai été courbaturé versus... Parce que les deux, si dans le monde de la course, exemple, il y a beaucoup de gens qui sont addicts à l'ibuprofène, exemple. Ouais. Parce que ils mettent leur corps dans des états où est-ce que ils ne seraient même pas capables de dormir tellement ils sont inflammés. Je ne dis pas qu'ils seraient capables de faire des miracles s'ils avaient un massothérapeute, là, mais pour donner la différence, vu que nous, notre but étant d'être vraiment dans du côté santé, on ne veut pas que le sport nous force à prendre d'autres mauvais plis, mettons. C'est une question complexe. Je vais mettre juste peut-être un bémol initial. Dans le sens que c'est ça, là, je comprends que c'est plus la question tournée vers pour la performance puis dans le sport, parce qu'on s'entend que le médicament peut être nécessaire pour la santé dans d'autres domaines. Mais donc, je vais répondre à la question pour exemple, l'utilisation d'anti-inflammatoires ou d'antidouleurs. Voilà, exactement. On ne parle pas de quelqu'un qui est sur l'article de la mort ou qui a besoin d'une chimiothérapie, puis on lui dit « Oh, prends-le pas! » Non, exactement. Fait que, je voulais juste mettre ça à part que le médicament n'égale pas forcément de ne pas être santé. Des fois, il y a des situations qui nous poussent à devoir prendre une médication, que ce soit un antibiotique ou peu importe. Fait que, bref, ça, c'est le volet. Un vaccin, possiblement? Ou un vaccin. Donc, ça, c'est le volet que je vais mettre de côté. Mais moi, ce qui m'a poussée personnellement vers la massothérapie, c'était le désir d'avoir cet échange personnel avec la personne au lieu de passer par un médium qui était le médicament. Donc, oui, je m'efforçais de personnaliser mon approche au maximum, d'accompagner la personne dans le choix de sa thérapie ou la tolérance à sa thérapie, puis m'assurer qu'il puisse se sentir le mieux possible avec ça. Mais j'avais envie de prendre part au projet, si je peux dire, donc m'impliquer, moi, au plan personnel comme thérapeute avec mes clients. Puis,
Bien, faut garder en tête que, justement, on n'est pas magicien, on ne fait pas de miracle. Si vous avez poussé trop fort puis qu'il y a une luxation, une tendinite ou quelque chose qui apparaît, massothérapeute, il va peut-être soulager, essayer de faire de la place, mais il ne pourra pas, justement, forcément remplacer le médicament. Je pense que le rôle qui est intéressant, c'est une prise de conscience, par contre, parce que quelqu'un qui va toujours courir, puis « Ah, j'ai une petite douleur au genou, je prends un ibuprofène, puis pour que le lendemain, je recommence ça. » Il faut se rappeler que la douleur est aussi un signal qu'il y a peut-être quelque chose, pas forcément de pathologique ou qu'il faut que j'arrête, mais peut-être que la technique de course n'est pas optimale. Peut-être qu'il faudrait que je me questionne puis que j'aille rencontrer quelqu'un pour faire évaluer ma technique de course, que ce soit en course, en squat, peu importe l'activité. Même le volume, c'est pas nécessairement juste la technique, même le volume n'est peut-être pas optimal. Là. Donc, exactement. Donc, c'est volume juste... d'entraînement, là, je veux dire, si on commence... Hier, j'ai couru 10 km, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, j'ai définitivement mal au mollet. Si je recommence comme ça tous les jours, il y a des bonnes chances que je me blesse. Là. Exactement. Et je t'ai massé tout à l'heure. Oui, il y a des bonnes chances que je me blesse. Là. Donc, c'est encore une fois un échange, mais qu'est-ce que je peux dire, c'est d'aller, c'est ça, aller au-devant. Donc, quand il y a une douleur, se rappeler que la douleur, c'est pas juste là pour être fatigant, c'est aussi là, c'est un signal d'alarme, de juste nous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe, que ça soit un surmenage ou justement un effort qui a été un petit peu trop poussé, bien, parfait, en masso, on peut aider à relâcher. Il y a un échange entre professionnels qui se fait, donc moi je peux dire « Ah, mais j'ai l'impression aussi que tel muscle est plus tendu, donc là ça surcharge tel autre parce que tu en as un qui est comme hypothéqué, si je peux dire. Donc, c'est les chaînes musculaires autour qui compensent. Puis là, après ça, on rentre dans un cercle vicieux j'appelle ça le tic-tac-toe, là. Donc, l'effet domino, en fait. Donc, il y a un muscle qui est trop tendu, fait que les autres travaillent pour compenser. On voit ça souvent aussi avec des anciennes blessures. Il y a des contractions réflexes de protection. Donc, le côté, des fois, qui n'était pas blessé devient surmené pour protéger l'autre côté, même après la guérison de la blessure. Donc, c'est important aussi de venir travailler ça. Puis, juste là, on parle de blessure, c'est intéressant parce qu'il y a un volet aussi au niveau de la massothérapie qu'on peut aider. Au niveau des fois, quand il y a une blessure puis que le membre ou l'articulation est immobilisée, c'est important de ramener de la mobilité à l'intérieur. Donc, il n'y a pas juste les massos qui le font, il y a des physios, il y a d'autres professionnels, là, mais c'est important de garder en tête, il peut y avoir des adhérences, donc les tissus comme qui restent collés un peu ensemble, puis sur le muscle ou sur, les tissus qui restent pris ensemble parce qu'ils ont été immobilisés pendant trop longtemps. Il faut que ça circule, il faut que la circulation puisse venir pour nourrir les tissus puis améliorer la guérison. Puis, bien, en massant, en mobilisant, on peut augmenter justement la circulation puis favoriser un retour vers une meilleure mobilité. Puis là, je mets toujours le bémol. On fait du mieux qu'on peut, mais moi, je prône beaucoup le travail d'équipe, donc de s'entourer de d'autres professionnels, toujours pour que le client trouve la meilleure solution pour lui. Cool. J'espère que ça vous a aidé. Fait que si jamais vous voulez rentrer la massothérapie dans votre routine, essayez de voir si ça peut vous aider. Peut-être qu'on pourrait les conseiller combien de séances? Est-ce qu'on fait une séance puis on dit « Ah! J'ai rien senti » ou pour finir, j'avais encore mal. C'est quoi? Ou genre, on parle de faut faire 3 mois assidus, 3 fois par semaine? C'est combien? C'est très, très variable, puis ça dépend aussi beaucoup des gens. Ça dépend de votre rythme de vie. Quelqu'un qui fait son petit jogging par-ci, par-là, versus quelqu'un qui s'entraîne au volume tous les jours, des grosses charges, etc. C'est sûr que probablement au niveau récupération, on en a parlé, au niveau charge pour le corps, au niveau musculaire, bien, ça va modifier. Je sais qu'il y a des athlètes de haut niveau qui sont massés là, toutes les semaines, 2 fois par semaine, des fois. Mais bref, tout ça pour dire, si je peux donner un canevas un peu d'ordre général. En phase aiguë, il y a une douleur, il y a quelque chose qui se passe. Généralement, si c'est aigu, la douleur est comme 8 sur 10, on va regarder, ça peut être même aussi rapproché qu'aux 3 jours. Ordre général, 1 fois par semaine, pendant toute la phase où est-ce que la douleur est encore présente et dérangeante au quotidien. Et tranquillement, quand ça s'estompe, on peut espacer de plus en plus. Donc, consolidation, on va aller aux 2 semaines. Puis, si la douleur
continue à s'améliorer, à disparaître, là, on va aller augmenter aux 3 semaines, 4 semaines. Quelqu'un qui dit « Ouais, mais moi, j'ai pas de douleur, je m'entraîne, mais ça va bien. » Ça va être à vous de voir, généralement 1 fois par mois. C'est top. Là, pour quelqu'un qui bouge minimalement de façon régulière, qui veut être sûr justement que la douleur ne s'installe pas ou que des patterns, comme on a parlé, là, de position s'installent puis entraînent des courbatures. 1 fois par mois, c'est au mois, aux 3 mois à peu près qu'on voit en entretien, si je peux me permettre. Puis là, on a parlé de massothérapie, massothérapeute. Pour ceux qui nous écoutent en France, je pense que c'est kiné, c'est ça? Ou c'est pas exactement... C'est un peu différent, mais effectivement, la kinésithérapie nous vient de la France. Donc oui, ça serait probablement plus les kinés. Je pense pas que ça existe un massothérapeute en non, France. Non, effectivement. Fait que si jamais quelqu'un a la réponse, vous mettez un comment dans ça serait, le vidéo. Ça serait kinésithérapie et kinésithérapeute. En fait, c'est juste une formation même plus poussée. Je crois qu'en France, désolée si je m'avance un peu trop, mais je crois que c'est plus le volet détente qui est moins développé. Versus ici, quand on parle de massothérapeute, souvent la première personne, oui, ils ont les thérapeutiques, mais ils ont aussi le massothérapeute en spa pour la détente qui nous pop en tête, versus, je crois, en France, que ce volet-là commence à se faire connaître, mais que le massothérapeute de détente est beaucoup moins développé ou connu. Donc, à la limite, les kinésithérapeutes, tout à fait, pourraient être appropriés à consulter. Parfait! Fait que, à la semaine prochaine pour un autre podcast, puis en attendant, trouver un kinésithérapeute ou massothérapeute dans le coin. Je ne sais pas en France comment ça marche, mais ici, c'est permis même pendant la pandémie, fait que vous n'avez pas d'excuses. En effet, c'est permis à domicile du thérapeute, à domicile du client ou dans toutes les cliniques qui offrent de la massothérapie. Yes, let's go!